de protection en place, alors que ces langues-là déclineraient dans d'autres pays. Et je donne à présent la parole à notre rapporteur, M. Alfonsi. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques points pour éclairer le déroulement de ce rapport. Bon, tout d'abord, ce rapport part d'une approche patrimoniale. Il part d'une approche patrimoniale qui consiste à dire que toutes les langues de l'Europe sont le patrimoine de l'Europe et que la responsabilité de l'Union européenne, qui l'a inscrit dans sa devise, la diversité, est bien de maintenir au mieux et avec le plus de moyens et avec une obligation de moyens la diversité linguistique et culturelle de l'Union européenne telle que nous l'avons trouvée en 1950 quand a été créée l'Union européenne, ou du moins quand les pères fondateurs en ont jeté les bases. Maintenant, et cela nous amène évidemment à bien distinguer langue en danger et langue minoritaire. Une langue minoritaire en Roumanie comme le hongrois n'est pas en danger du point de vue européen, puisque, effectivement, la pratique et le développement de la culture hongroise à la Hongrie pour en assurer la promotion. Mais je pense que dans les objectifs, les choses vont se rapprocher. Parce que qu'est-ce que l'on cherche à promouvoir pour les citoyens européens? C'est le pluralisme linguistique. Et faire en sorte que des gens qui, par leur histoire, sur leur territoire, ont accès naturellement à deux langues maternelles, c'est enrichir le pluralisme linguistique européen. Moi, j'avais un grand-père qui était fils de berger illettré, qui connaissait donc le corse et le français, et qui a travaillé dans l'administration coloniale française au Maroc. Bon, il témoignait que les Corses étaient beaucoup plus aptes que les autres fonctionnaires français à appréhender la langue et la culture marocaine, à rentrer en communication directement avec les populations, etc. Il y a une facilité naturelle qui est aujourd'hui confirmée par toutes les études des scientifiques pour ceux qui sont naturellement bilingues, par leur histoire familiale, à être demain facilement plurilingues dans leur formation d'abord et dans leur vie professionnelle ensuite. Et il y a donc là une richesse économique, une richesse potentielle qui va s'appliquer aux langues en danger, bien sûr, mais qui va s'appliquer aussi aux langues minoritaires dans les territoires où elles sont parlées en concurrence avec une langue nationale. Tout le monde va se retrouver dans cet objectif du pluralisme linguistique acquis dès le plus jeune âge par l'enfant. Et je crois que parmi les actions que l'on pourrait proposer, celle-ci est importante d'être défrichée et qu'il y ait un programme européen qui soit mis en œuvre, étant entendu que ce programme européen peut même être étendu, bien sûr, bien au-delà de nos territoires. On peut imaginer demain, il y a Erasmus qui est fait pour ça, que des étudiants grecs qui sont en Allemagne contribuent au plurilinguisme de jeunes Allemands en direction de la langue grecque, si c'est tel est l'intérêt des parents et si tel est l'intérêt des autorités. Cette idée que le plurilinguisme le pluralisme linguistique naturel acquis dès la naissance est un élément fondamental pour accéder au plurilinguisme linguistique. Je crois que cette idée est fondamentale et qu'elle va nous intéresser tous. Donc, aujourd'hui, nous avons un motif à agir, qui est l'aspect patrimonial, et nous avons des mesures à mettre en œuvre qui vont aller au-delà, je pense, de l'intérêt des langues en danger. Cela va aller aussi dans le sens de l'intérêt des langues minoritaires, et cela va aller aussi dans l'intérêt du plurilinguisme des langues officielles, celles qui sont aujourd'hui dominantes dans l'Union européenne par le fait des traités et par le fait notamment de notre institution. Alors, deuxième chose, les situations et les États sont évolutifs. Il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui n'est pas la même que celle des années 80, quand la Charte européenne des langues était débattue, d'ailleurs au sein même de cette commission culture. Il est clair que les dangers qui menacent des langues aujourd'hui peuvent être différents. Hier, c'était très clairement la répression politique qui menaçait ces langues, bien évidemment. Aujourd'hui, cela peut continuer, malheureusement, y compris sur les territoires de l'Europe. Et il faut évidemment faire en sorte que de telles répressions politiques cessent. Mais c'est vrai que pour demain, les évolutions numériques, comme le disait notre collègue socialiste tout à l'heure, les évolutions numériques peuvent être un danger pour les langues. Et il faut donc considérer que les dangers, c'est quelque chose qui est évolutif et que ce que l'on cherche est aussi des situations. Bon, le basque, comme en parlait M. Fizas tout à l'heure, est une des rares langues dont on peut estimer que depuis les années 80, elle est en meilleur état
pas qu'elle ne l'était auparavant. Tant mieux, et bravo aux communautés basques qui ont permis cette reconquête linguistique. Mais je crois que pour une langue qui a connu une évolution positive, on en a 10, 20, 30, 50, 80 qui malheureusement ont continué à se dégrader et ont continué à évoluer de façon négative. Alors, quelle langue, comment agir? Alors c'est vrai que notre approche patrimoniale nous rapproche de l'UNESCO et de son approche scientifique. Des critères, un inventaire, des états des lieux régulièrement mis à jour. C'est un outil, de toute façon, qui est fondamental et je crois qu'il serait naturel que l'Union européenne participe à ce que cet outil se développe et perdure. Mais c'est aussi pour nous une institution politique, nous devons avoir une approche politique, c'est-à-dire une langue est prise en considération à partir du moment où la communauté linguistique concernée en fait la demande, propose un plan d'action, propose un certain nombre de mesures et sollicite l'Union européenne pour venir l'aider dans cette œuvre, qui est une œuvre qui est pour elle-même, mais qui, je le répète, est aussi pour l'ensemble du patrimoine européen. Alors, quel type d'action? Bon, tout ça, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, dans le cadre de ce rapport, essayer de faire des suggestions à la Commission, mais je crois que ce qui est apparu dans l'exposé des experts et qui, aujourd'hui, est forcé de nous interroger, c'est que jusque dans les années 2000, à travers un budget, à travers un certain nombre d'actions, l'Union européenne était active auprès des communautés linguistiques qui ont en héritage une langue menacée. Que depuis les années 2000, cette activité a disparu. Bon, j'espère que mon rapport aura pour objet et pour résultat de réactiver une véritable politique de l'Union européenne en faveur des langues et en faveur du soutien à son patrimoine menacé. Merci beaucoup, Monsieur Alfonsi. Le représentant de la Commission européenne, Monsieur Tomasi, souhaite-t-il intervenir? Est-il présent? Oui, je vous en prie, monsieur. Grazie. Oh. Merci. Alors, j'ai suivi avec le plus vif intérêt les débats et les différents exposés. Je comprends fort bien les exigences et les propos tenus par Monsieur Alfonsi lorsqu'il évoquait les difficultés que rencontre la Commission dès lors qu'il s'agit de trouver une base juridique pour l'appui aux langues en danger, régionales ou minoritaires, un appui à toutes les langues qui ne sont pas langues officielles ou co-officielles des États membres. La Commission a privilégié une approche par réseau, des réseaux d'appui des langues. Le réseau de promotion de la diversité linguistique, le NPLD, étant un exemple de ces réseaux défendant les langues en danger. C'est une approche qu'appuie la Commission. La Commission coordonne également une plateforme de représentants de la société civile en faveur du multilinguisme, qui a produit plusieurs recommandations, des recommandations qui font référence à toutes les langues utilisées en Europe sans opérer la moindre distinction entre ces différentes langues. À travers divers programmes également, pas simplement le programme d'apprentissage tout au long de la vie, mais également les programmes culturels contiennent des mesures visant à promouvoir l'utilisation des langues minoritaires ou régionales. Je pense notamment à l'initiative pour la traduction littéraire depuis et vers ces mêmes langues. Par ailleurs, nous coopérons avec le Conseil de l'Europe et nous, dans ce domaine-là également, et nous essayons de veiller à cette diversité linguistique, une diversité, et on l'a vu aujourd'hui, qui a une signification différente pour chacun d'entre nous. Nous avons tous notre façon à nous de voir ce qu'est la diversité linguistique. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir ce que contiendra ce rapport. Et l'on verra comment réagira la Commission. Je crois qu'il est important, et ça a été souligné à plusieurs reprises par les orateurs, c'est important donc que les langues en danger, les langues régionales et les langues minoritaires soient reconnues comme étant des organismes évolutifs. Ça n'est pas un organisme cristallisé qu'il faut ranger et exposer dans un musée. Non, elles ont vocation à évoluer du fait des différents contacts avec les autres langues. C'est un processus dynamique, cette défense des langues.
Je suis moi-même linguiste et donc je sais bien que toutes ces langues, qu'elles soient des langues importantes ou des langues qui ne le sont pas, qu'elles soient en danger ou qu'elles ne le soient pas, toutes ces langues ont vocation à évoluer au cours des années à venir. Et ce qui est important, c'est de veiller à ce qu'il y ait un changement qui ne soit pas traumatisant et qui aboutisse à une disparition de langues, une disparition qui ne ferait que contribuer à l'appauvrissement de notre patrimoine culturel. Merci. Fort bien. Merci. Merci à la Commission. Nous vous rappelons que M. Alfonsi présentera son projet de rapport au mois d'avril, le vote devant avoir lieu au mois de mai. Je propose à présent que nous passions